Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Mon nom est Mario Cardinal et à l'animation, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Guy. Hey, bonjour Mario, ça va bien? Oui, ça va super bien. Hey, la fin de l'été qui arrive, ça arrive trop vite, hein? C'est pas compliqué. Puis là, tu vas me dire encore une fois, Mario, pourquoi parler de température? On parle pas de température, on parle de la saison de l'été. Ouais. Puis moi, je suis bien content que la fin d'été arrive parce que je vais pouvoir aller en vacances. Parce que toi, tu prends pas tes vacances en même temps que le reste du monde, hein? Ben, je suis ma blonde, puis c'est ça. Ben non, c'est correct. C'est une bonne stratégie d'ailleurs. Donc ceux qui vont en vacances absolument en septembre, c'est parce qu'ils n'ont pas d'enfants, parce que le reste des parents, eux autres, ils sont pris avec la rentrée scolaire et tout ce que ça veut dire. Donc, Ben c'est bien, tant mieux pour toi. Quoi de neuf à part le fait que tu es en train de planifier des belles vacances, mon cher ami? Ben, j'ai finalement publié ma formation sur Google Cloud, ma formation des conteneurs puis Docker et Kubernetes sur Google Cloud. Donc ça retardait un petit peu parce que j'ai eu la COVID, donc j'étais pas très en forme pour puis j'avais pas de voix. Je disais une phrase puis j'en avais pour 15 minutes à tousser. Alors c'est pas très mon Dieu, c'est pas très utile ou un mode qui est très le fun quand t'enregistres des formations. Fait que là c'est publié 13 plus que 13 heures là de formation pour un gros 15$ US. Donc, c'est donné. C'est ça, parce que là, maintenant, tu as une formation orientée Azure, tu en as une orientée Google, ce que tu viens d'annoncer. Tu en avais une aussi orientée avec Ocean... DigitalOcean puis Linode. Donc, DigitalOcean puis Linode sont deux petits, plus petits cloud providers, mais qui offrent aussi des services Docker et Kubernetes. Donc, tu es en train, tranquillement pas vite, d'avoir... une offre complète. Il va me rester AWS, là. On fait un petit joueur, on peut l'ignorer. Ouais, c'est le plus gros. Effectivement. Anyway, c'est ça mes nouvelles. Mm-hmm. Aujourd'hui, Guy, oui, on reçoit un vieux de la vieille. Quelqu'un qu'on reçoit à peu près au moins tous les 18 mois. Historiquement, il venait nous parler autour de ce qui touchait DevOps. Puis là, il va te parler d'un nouveau service de GitHub. Donc, on peut faire un lien avec ce qui est DevOps. Donc, pour pas le nommer, il s'appelle Étienne Tremblay. Bonjour, Étienne. Bonjour, Mario. Bonjour, Guy. Hey, salut. Donc, Étienne, moi, j'ai vu l'annonce il y a quelques mois que Microsoft lançait le nouveau service GitHub Codespace. Puis GitHub Codespace, ça touche aussi un petit volet infrastructure. Puis, ça a toujours été ta force, hein, faire le lien entre l'infra, le développement logiciel, puis le DevOps. Donc, je me suis dit, ça serait un bon sujet pour traiter avec Étienne. Puis en même temps, je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui disent, mais qu'est-ce qui arrive dans la vie de M. Tremblay? Ça fait un bout qu'on l'a pas vu au podcast. Effectivement, je me souviens pas si j'étais déjà à mon compte la dernière fois que je suis venu, mais là, je suis rendu un travailleur indépendant, comme toi et Guy d'ailleurs. Mm-hmm. Je suis à mon propre compte et puis je travaille chez un client à temps plein. Puis j'ai des petits clients à gauche à droite là que pour remplir les fins de mois, comme on dit. Mm-hmm. Mais oui, c'est ça. Là, puis je continue de faire de la technologie DevOps, évidemment avec Azure DevOps qui est mon pour lequel je suis un MVP encore renouvelé pour la 16e année. Mm-hmm. Et puis GitHub en général, GitHub, tout
traitement, le XALM qui est la plateforme au complet, là, donc de faire de l'agile, de builder nos affaires, les pipelines, qu'est-ce qu'on fait avec le packaging, où est-ce qu'on déploie ça, comment on déploie ça, le infrastructure as code, donc toutes les bonnes affaires là, qu'on fait en tant que Étienne, la dernière fois qu'on a enregistré un podcast avec toi, c'était en mars 2020, c'était sur les GitHub Actions. C'est sur les actions. En 2020, ouais, effectivement, j'étais à mon compte en 2020. J'ai commencé en 2019, je pense. Fait que ouais, je devais venir juste, là, je devais être dans ma première année là, ouais. Puis aujourd'hui, on veut parler de CodeSpace, GitHub CodeSpace. Donc, nouveau produit, puis qui je vais te laisser le présenter le produit, puis après ça, je pourrais dire ce que moi, je pense que c'est un fantasme pour beaucoup d'entreprises d'avoir ce type de produit-là. En tout cas, je pense qu'il va y avoir une forte demande du côté des entreprises, mais explique-nous donc qu'est-ce que c'est CodeSpace. Ben, CodeSpace, c'est Microsoft qui s'est dit, ben là, on aimerait ça pouvoir commencer à développer, mais pas avoir à setuper nos machines de développeurs avec toutes les petites dépendances qu'on a besoin pour que notre site web ou notre application fonctionne, généralement des sites web évidemment. Et puis installer la bonne version d'Angular, la bonne version de .NET Core, toutes les bonnes dépendances qu'on a besoin. Donc là, si ça sonne un petit peu familier, tu dirais, ben là, si je fais des containers, d'habitude, je peux mettre les dépendances que je veux dans mon Dockerfile. Fait que là, ils se sont dit, ben là, qu'est-ce qui arriverait si nos développeurs pouvaient juste, à travers notre repo, notre interface de repo dans GitHub, cliquer un bouton, puis ça partirait en arrière un environnement de développement. Peu importe qu'est-ce qu'on décide, ça sera quoi l'environnement de développement, mais ça part un environnement de développement qui est tout configuré pour soit mon repo particulier, mon besoin à moi, soit, mettons, que je voudrais avoir mon équipe utilise toute la même image quand ils travaillent. Comme ça, on n'a pas besoin là, de chacun se dire, ben oublie pas d'installer telle version puis de gérer ça. On aurait comme une espèce d'image préfaite que tout le monde pourrait prendre puis commencer à se servir. Ça serait cool, tu sais. Puis aussi que ça parte rapidement, comme très, très rapidement. Parce que la problématique, c'est que eux, qui développaient GitHub sur GitHub, ben se disaient, ben là, moi, quand je vais commencer à développer GitHub, ben il faut que je download, je sais pas moi, 600 megs de code ou plus. J'ai aucune idée comment gros GitHub est. Puis après ça, partir tout cet environnement-là que j'ai besoin de runtime, de Ruby, puis toutes les patentes que j'ai besoin pour rouler ça. Puis là, ben quand ils ont commencé à faire ça, ben ça prenait 1 heure, 2 heures partir cet environnement-là. Okay? Fait que là, ils se sont dit, wow, OK, c'est pas bon, là. Faut qu'on trouve une meilleure façon de faire ça. Donc, au fil du temps, ils ont raffiné leurs affaires. C'est pour ça que c'était en preview. Même que c'était en preview en 2 morceaux. Il y avait GitHub CodeSpace puis il y avait Visual Studio CodeSpace, qui étaient 2 affaires complètement différentes. Un pour Visual Studio puis un pour VS Code, qui ont mergé ensemble puis ont un peu laissé tomber Visual Studio, mais on en reparlera tantôt de ça. Fait que, ultimement, CodeSpace, avant qu'on aille dans les détails, là, CodeSpace, c'est un container qui roule en arrière, dans lequel il y a une configuration qui dit, ben, download tel repo dans mon container, installe telle extension, soit des VS Code, des extensions VS Code, soit des extensions comme j'ai besoin de .NET 6, j'ai besoin d'avoir telle installation de PowerShell ou etc. dans mon container. Et puis, pars-moi ça le plus vite possible, puis laisse-moi via soit une interface web, soit une interface via un plugin dans VS Code, travailler vraiment sur les fichiers, puis me laisser compiler, puis me laisser faire toutes ces affaires-là. Puis évidemment, ben c'est un container Linux en arrière, parce que c'est ceux-là qui sont les plus petits et les plus rapides à partir. Mais là, ça ressemble pas mal à une VM. C'est un conteneur, c'est pas une VM. Un conteneur, c'est pas une VM, Guy. Puis tu le sais, tu donnes des cours là-dessus. Je sais, mais ce que je veux dire, c'est que... Mais là, attendez, vous voulez tout de suite rentrer dans la solution technique, mais mettons que moi, je suis plus un boss, là. Quelqu'un qui la technologie, la maîtrise moins. Mais, tu sais, la proposition de valeur que Microsoft font ici, c'est juste de dire, regarde, je te donne un environnement de développement sur le cloud et tu n'as plus besoin de te préoccuper de la partie infra, on la gère pour toi. Est-ce que c'est une définition trop simpliste et pas réelle? C'est
c'est ça, Mario. Mais on va s'entendre, là, une infrastructure de développement, c'est peut-être un peu trop. OK? On te donne un petit endroit, un petit contenant dans lequel tu as pu décider qu'est-ce qui doit être installé, donc les dépendances que j'ai besoin pour ce projet-là particulièrement, OK? Puis, ça me permet de partir du compute, OK? Donc, Guy, c'est une VM. C'est pas une VM, c'est un container. Okay. Qui roule probablement d'un point de vue infrastructure en arrière avec Kubernetes ou autre chose, qui est hosté sur un host probablement, mais ça reste que ultimement là, c'est un container. Puis on pourrait le dire que c'est-tu comme Azure Container Instance? Peut-être, c'est très similaire, on pourra en parler tantôt. Est-ce que c'est Kubernetes puis tu pars des containers puis après ça tu te plugues à distance dessus? Ouais, mais ça c'est pas important parce que c'est caché là, tout cette infrastructure est caché. Là, mais ton VS Code là, est-ce qu'il est installé dans ton conteneur ou c'est un service VS Code qui va taper sur ton conteneur? OK, on va y revenir à la solution technique juste pour finir avec Mario. Donc moi je suis un boss, puis là j'ai besoin de gérer que tout le monde ait un laptop ou autre chose. Là, on pourra parler d'autres possibilités aussi après plus tard, mais tous mes développeurs ont un terminal. Mettons un terminal, OK? Un laptop, on s'entend là maintenant, c'est rendu un terminal. C'est un terminal sur l'internet, OK? C'est juste que le terminal il roule un OS particulier, que ce soit Mac OS, Windows ou Linux, là, ça reste que ultimement c'est un terminal vers l'internet. Ça pourrait même être un Chromebook. Ça pourrait être un Chromebook, tout à fait. Ça serait tout à fait pareil. Fait que là, dans tous les cas, ça reste qu'on a un terminal que notre employeur nous donne, que ce soit moi, mon employeur qui est moi-même, que je m'achète un laptop, ou je travaille pour un client, puis le client me dit, ben tiens, voici un laptop pour toi, avec tout installé, nos certificats, puis nos Gugus, puis nos Office, telle version, puis toutes les affaires qu'ils veulent. Fait que là, on a un environnement dans lequel, ensuite, si on fait du développement, si on est un développeur, ben on doit installer des outils de développement. Puis la problématique qu'on a actuellement, c'est que là, en tant que représentant, comme tu me parles, moi je suis le boss, mais là le boss il dit OK, c'est quoi que ça me coûte? Mais là il faut que j'installe Visual Studio. Ça veut dire qu'il faut que j'achète des licences de Visual Studio à tous mes développeurs qui coûtent, on s'entend, dans les $1000 et plus. Donc là chaque développeur a une instance de Visual Studio qui s'installe. Est-ce qu'ils s'installent toute la même version? Est-ce qu'ils la mettent toute à jour en même temps? Non. Est-ce qu'ils updatent tout leur PC en même temps? Probablement pas, OK? Fait que là, ce qu'on a, c'est que on va utiliser le mot nightmare, on a un nightmare de gestion de assets puis de version de Visual Studio puis d'outils de développement, etc., etc. Donc, si on rajoute un autre cauchemar, ces développeurs-là, parce qu'ils veulent être capables d'installer des choses sur leur poste, ben là, ils disent, ben, faut que je sois admin du poste. Absolument. Ce qui est un cauchemar d'un point de vue sécurité en entreprise, parce que là, ça crée beaucoup de brèches pour que des gens Puis c'est ça. Puis on s'entend, ils font pas ça malicieusement, généralement. C'est juste qu'ils disent, ben là, faut que j'installe Node.js. Puis là, avec Node.js, je vais installer toutes sortes de produits. Puis on le sait bien, là, quand tu fais un Node install, puis tout d'un coup, ça download 12 megs de cochonneries qui sont toutes des dépendances de d'autres affaires que tu sais même pas qu'est-ce que tu as downloadé. Mais ça, puis là, tu downloads ça sur ton poste, ton terminal, ton laptop, OK? Versus downloader ça dans quelque chose qui est ailleurs, qui est géré dans son petit monde. Là, quand on parle de CodeSpace, mais là, c'est clair que d'un point de vue sécurité, il y a un gros avantage à ça, OK? Donc là, on s'entend que le gestionnaire, lui, que tu lui dises, hey, monsieur gestionnaire, quand je pars mon CodeSpace qui me coûte X, on en parlera des coûts après, là, qui me coûte X dollars, moi, ça me permet de être sûr que j'ai les bonnes versions de ci, les bonnes versions de ça. Il va te regarder puis il va te dire, t'as juste à downloader les bonnes versions de tes affaires sur ton poste, puis ça me coûte rien de l'heure. OK? Fait que oui, il n'y a pas tort, mais on le sait, nous autres, en tant que développeurs, que c'est un nightmare de garder les bonnes versions des bonnes affaires, toutes pareilles de poste en poste, pour que chaque développeur puisse pas dire « It works on my machine », tu sais, trademark, là. Puis ça, c'est l'enfer, là, tu sais. Puis il y a toujours la journée en disant « Ben là, matin... mon clavier répondait plus, donc faut que je me prenne un autre laptop temporairement pour me dépanner, ou là, c'est le signal de dire, bon, ben, on va t'installer un nouvel laptop. Mais là, pendant des heures, combien de journées que t'es pas productif parce que t'es juste en train de remonter ta machine,
puis de réinstaller toutes les petites gugus que tu avais tranquillement. Puis là, il va-tu être pareil comme avant? Probablement pas. Parce que si tu réinstalles, tu vas probablement mettre les dernières versions. Puis là, mettons, si tu utilises un framework comme React ou un framework comme Vue.js, ben là, tu vas peut-être être sa dernière version. Donc, dès que tu vas ramener le code source, là, pouf, que tu vas pousser, là, tu vas voir mettre à jour, puis là, toutes les autres vont dire, il est en train de nous changer de version, et là, tu déstabilises tout ton code base. Surtout, si la personne te fait ça à 2 semaines avant que tu dises, on s'en va vers notre version, notre livraison qu'on veut faire, puis que on fait des mises à jour d'un framework comme React, ça peut déstabiliser un petit peu toute ta livraison. Toutes les affaires. Fait que c'est ça. Donc pour répondre, on fait le tour un peu là, de toutes sortes d'affaires, mais pour répondre un peu à ta question, le gestionnaire, ça va être difficile de lui, mettons, de lui, non, pas nécessairement de lui expliquer, c'est un peu technique, il va comprendre, mais que dans le fond, c'est beaucoup plus pour les développeurs entre nous de vendre le fait que, si on se fait, par exemple, une image commune qu'on va mettre dans notre voûte d'image commune, puis quand on part un CodeSpace, on prend cette image-là qui a déjà toutes les dépendances préinstallées, les bonnes dépendances préinstallées, puis que dans le fond, il fait juste faire un git clone, il ramasse notre code, puis on commence à travailler. Bien là, tout le monde travaille avec la même image, tout le monde a le même code, les seules affaires qui changent, c'est le code qui change. OK? Donc, puis si tu changes du code ou tu changes de dépendance dans l'image, ben ça, tu le repousses dans ton repo. Puis la prochaine fois que le monde va downloader ils vont faire un pull, ben ils vont avoir cette nouvelle dépendance-là qui va s'installer via les outils d'installation de ces dépendances-là. C'est ça. Ça veut pas dire que tu feras plus d'évolution de ton environnement de développement. Exact. Ce que ça veut dire, c'est que tu vas le faire de façon consciente, réfléchie, avec une volonté de dire, OK, là, je fais une mise à jour, plutôt que ça arrive en arrière de la couverte, parce que très souvent, de façon non malicieuse, le développeur, lui, s'en rendait même pas compte qu'il était en train de mettre à jour, passer d'une version, un upgrade, une version majeure d'une librairie quelconque, qui ferait en sorte qu'il y avait d'autres dépendances qui se mettaient à plus marcher, comme par exemple, ton reporting marche plus, puis là, puis ça peut, puis Mario, c'est encore pire que ça. Ça se peut que ton infrastructure, ta gang d'infra, là, qui pousse des mises à jour parce que les autres, ils voient sur l'Internet, React 3.6, là, il y a un problème. Ah oui. Donc, c'est même pas ton équipe qui se fait mettre à jour. Ça n'a rien à voir avec toi. C'est juste qu'ils poussent du stock parce que toi, les autres, ils disent, t'as la version 3.6 selon notre inventaire, faut que tu prennes 4. Là, c'est comme, wow, là, tout est brisé, là, tu sais. Fait que là, ça, c'est toutes sortes d'affaires qui font que, avoir un environnement de développement stable, connu, avec les dépendances qui bougent quand on veut qu'ils bougent, quand on veut que ces dépendances-là bougent, c'est sûr que c'est appétissant pour les développeurs. Puis ça fait que d'un point de vue DevOps, c'est beaucoup plus facile aussi, parce que là, si on passe un peu plus dans les détails techniques, le fait qu'on a créé un fichier qui s'appelle devcontainer.json, c'est le container, c'est l'explication de qu'est-ce qu'il y a dans cette image de développement-là. Donc, ça inclut, c'est presque notre Dockerfile, dans le fond, qui crée notre image de développement. C'est ça, c'est comme un Dockerfile, ça, ce fichier. C'est comme un Dockerfile. Sauf que c'est pas, tu sais, ils ont automatisé GitHub en utilisant le fichier devcontainer.json parce qu'il y a un peu plus d'affaires là-dedans. Tu sais, tu peux installer des dépendances de VS Code, tu peux installer des dépendances de Étienne, OS. Tu viens de me dire quelque chose, moi, qui vient de m'allumer. C'est un fichier dans ton GitHub, ce fichier, ce dev container. Donc, ça veut dire que, mettons que moi, je m'occupe de DevOps, je décide de faire évoluer la définition de ce qui est notre environnement de développement. Ben, j'ai quelqu'un d'autre qui peut faire une revue de code, parce qu'on va faire un pull request, on va avoir une conversation autour de dire oui, c'est-tu bien ça, et à un moment donné, on va dire OK, on confirme, on accepte le pull request, et là, à partir de là, tout le monde va se faire mettre à jour, parce que c'est la mécanique de Git qui va rentrer en jeu pour dire OK, là, maintenant, c'est ça qui est maintenant, puis je peux avoir même des stratégies de branche, c'est-à-dire que je peux avoir un dev container sur une autre branche qui est pas ma branche main. Je suis en train de tester un upgrade, puis m'assurer que ça fonctionne avant
avant de faire le pull request puis de le ramener dans le master ou main, là. Mais oui, absolument. C'est un fichier. Donc, c'est tout autres. Ça, c'est un autre bénéfice à grosse valeur ajoutée qu'on vient de ramasser en utilisant ça. Maintenant, tout ça, on reparlera des alternatives, là, mais tout ça, on peut faire ça autrement aussi, là, OK? C'est juste que l'avantage de CodeSpace, c'est que tu pèses un Python. Tu pèses create CodeSpace. Lui, il lit ton devcontainer.json, puis lui, il installe tout, il crée le container, il te connecte, il te met l'interface, puis pour répondre à ta question de tantôt, Guy, Visual Studio Code a une version web, qui s'appelle Visual Code Server, en fait, là, que tu peux voir d'un point de vue web. Donc, tu as toute l'interface de VS Code, mais qui est en une vue web, dans le fond. Puis si tu prends le vrai Visual Studio Code que tu as installé sur ton poste, ben, tu as un plugin qui s'appelle GitHub CodeSpace que tu peux installer. Puis quand tu fais ça, tu peux te connecter à un CodeSpace. Puis là, le petit logo vert en bas, là, qui est le Remote Connection patente, là, en bas à gauche, dans Visual Studio Code local que tu as sur ton poste, là, ben, lui, il va juste se connecter à distance via SSH à ce container-là. Puis lui, il va te montrer l'interface, tout ça, mais ça va être la vraie interface de VS Code que tu as sur ton poste. OK. Donc, tu peux travailler en mode VS Code en mode remote ou en mode local. Exact. Puis, j'imagine qu'en mode remote... L'avantage, excuse-moi, en mode remote, comme ça roule dans un browser, ben ça roule partout. Donc, tantôt, qu'est-ce qu'on disait, Guy? Mais peux-tu installer tous les plugins? Il va les installer, mais dans l'image remote. Ah. Fait que c'est ça qui est intéressant de la patente, parce que comme Code Server et la version web de VS Code, ben ce qui est intéressant avec ça, c'est que lui, quand tu lui dis je veux avoir, mettons le plugin pour avoir Pretty, tu sais, Prettier, là, bon. Mais moi, j'aime ça avoir Prettier. Mais lui, il va downloader tout le stock qu'il a besoin sur ton image, donc sur le container, sur le code space qui roule. Puis tu vas l'avoir, mais d'un point de vue web. Mais si tu as Prettier installé sur ton poste, ben là, il n'y a pas de problème. Lui, il va se connecter puis il va fonctionner comme si tu l'avais là-bas. Alors, ça veut dire qu'il y a de la persistance. Oui, il y a de la persistance, absolument. En fait, quand tu es du côté web, si tu t'en sers du côté web, chaque caractère que tu tapes, il y a un save qui se fait. Fait que même si tu perdais ta session, tu fermais le browser puis tu reviens dedans, t'as rien perdu, là. T'es à la même place que t'étais. Après 30, ce qui arrive, c'est que si tu fermes ton browser, il ferme pas le CodeSpace pendant 30 minutes. OK? Donc, il laisse en vie, là, si tu veux, pendant 30 minutes. Puis, par contre, dans VS Code direct ou même sur l'interface, tu as un moyen de lui dire « Je veux fermer le CodeSpace ». Puis là, il va l'éteindre. Donc, il prendra pas de CPU, tout ça, parce que on parlera des coûts tantôt, là, mais si tu veux l'éteindre le plus vite possible, tu peux l'éteindre le plus vite possible. Sinon, il va le garder en vie 30 minutes. Vous désirez en apprendre plus sur les conteneurs? Ma formation sur les fondements de Docker et de Kubernetes est maintenant offerte tout à fait gratuitement en mode apprentissage à votre rythme et disponible en français ou en anglais. Pour plus d'informations, allez sur kubernetesacademy.online/fr. Donc, si, par exemple, je suis un travailleur qui travaille en mode mix, c'est-à-dire une partie de la maison, une partie au travail, je pourrais avoir un CodeSpace, puis à partir de la maison, ben, j'ai pas besoin d'amener le laptop du bureau, je pars un furteur, puis c'est tout ce que j'ai besoin. Je travaille de cette façon-là. Quand j'arrive au bureau, au travail, ben, je pourrais partir même VS Code sur mon laptop là, de bureau. Puis te connecter au même CodeSpace, parce qu'en plus, après 30 minutes, ce qu'il fait, c'est qu'il éteint le CodeSpace. Il le détruit pas. Fait que là, le CodeSpace, tu sais, comme on parle dans Azure, d'un point de vue coût, là, ton compute, il est en vie pendant le temps que tu travailles. Là. Puis après, quand tu arrêtes de t'en servir, il garde 30 minutes, puis après ça, il éteint le compute. Donc, si tu veux, sur la définition du CodeSpace, où t'es rendu, toutes ces affaires-là, c'est tout gardé dans le fait qu'il est rendu éteint, mais il est disponible. Fait que là, quand tu pars, par exemple, VS Code local, puis tu lui dis « Je veux me connecter à un CodeSpace », il va te montrer ceux que tu as déjà d'allumés. Puis il va dire « Ah, ben moi, c'est celui-là que je veux ». Puis il va le repartir en arrière de la scène. Puis là, il va te reconnecter dessus, puis tu commences à travailler au bureau, là, mais sur VS Code plein, effectivement. Okay. Là, les entreprises, par contre, ce qu'ils font, puis ils font bien de faire ça, là, puis ce qu'ils devraient faire, c'est qu'ils peuvent limiter les accès à ça
à un réseau privé de la compagnie. Okay? Donc, c'est-à-dire que et GitHub et Azure DevOps d'ailleurs, là, il y a une liste de IP qui sont les IP de Azure DevOps. Puis tu peux configurer ton entreprise pour dire il y a seulement les IP qui sont dans le range de X à X là, ou ton IP public quand tu sors de la compagnie comme telle, qui a le droit d'accéder à cette instance-là de GitHub ou cette instance-là d'Azure DevOps. Ça permet à ce moment-là, Guy, tantôt quand tu disais chez moi, je pars un browser, ça va dire non, t'as pas le droit là, parce que ton browser, t'es sur Vidéotron, puis il dit Vidéotron, t'as pas le droit de te connecter à ce space-là, OK? Là, faut vraiment que tu sois sur un laptop ou un terminal, une machine que la compagnie a configurée. Généralement, tu passes par un VPN qui te permet d'aller sur les services puis tu peux faire ça avec Office 365, avec CRM, avec tout ça. Là, tu peux toujours barrer pour que ça soit juste une liste d'IP que toi, tu contrôles, qui a le droit d'accéder à ces ressources-là, même via l'Internet. Parce que évidemment, on veut pas que n'importe qui puisse partir. Puis après ça, il commence à niaiser, à essayer de se loguer. Puis tu veux même pas avoir l'option d'avoir un login screen. Là. C'est comme t'as juste pas le droit d'aller là. OK. Mais là, en tant que développeur, moi, j'aime bien ça avoir une machine qui est assez puissante. Là, c'est CPU, mémoire et tout ça. Je veux que ça roule. Je suis-tu limité quand j'utilise Donc, t'es limité. T'es limité puis tu l'es pas, OK? Parce que ça dépend en arrière. C'est quoi le host qui va rouler ton container? C'est là que, quand tu vas sur le site, c'est là que tu décides. Puis là, on parlerait un peu de la fourchette de prix, là. Mais tu sais, quand tu dis que tu pars un CodeSpace, t'as 4 core CPU, puis tu travailles là-dessus, ça coûte 18 cents de l'heure, OK? Donc, on parle, c'est pas tout à fait cher, une pièce de l'heure, là. Une pièce de, c'est ça, une pièce pour une journée complète à peu près, là. Tu sais, une pièce et 20. Ouais. C'est ça. Une pièce par jour, à peu près. Tandis que, où tu peux te dire, moi, j'ai besoin d'une machine beef que je veux qui compile comme le maudit. À ce moment-là, tu te dis, moi, je veux avoir 32 CPU. Puis là, 32, ça, c'est le maximum, 32 CPU. Puis ça coûte 2,88 $. Donc, 3 piastres de l'heure. Donc, on parle de 20 piastres par jour, mettons, à peu près. T'sais. Fait que, ça dépend vraiment. Tu peux passer d'une pièce par jour à 30 pièces par jour si ça te tente. C'est sûr que si tu fais de l'intelligence artificielle, tu as besoin de beaucoup de cas, Exactement. Mais pour beaucoup de compagnies, ils vont dire 20 pièces par jour. C'est rien parce que... Tu parles aussi du big data. Tu sais, s'ils font des affaires avec du big data, souvent ils ont besoin de beaucoup de CPU aussi. Là. Fait que, mais t'as la fourchette, t'as l'option. OK? Ils disent pas ça va te coûter 30 pièces par jour. Ils disent ça peut te coûter 18 cents de l'heure, pardon. Ou ça peut te coûter 3 piastres de l'heure. Tu sais, ça dépend du nombre de CPU que tu as besoin. Si tu fais du développement web avec une machine 4 core, 1 pièce par jour. Puis tu peux décider peut-être de la biffer un peu, ça va te coûter peut-être 2 piastres par jour. Ce qui veut dire 365 $ par année ou 720 $ par année. Deux cafés par jour. Fait que en tant que gestionnaire là, est-ce que je pourrais me permettre d'acheter des machines, par exemple des laptops ou des desktops un petit peu moins puissants à mes développeurs, puis leur donner quelque chose de puissant du côté GitHub? Mais tu te rends compte que en tout cas, moi, je pense que c'est la tendance dans les années à venir. Comme je disais tantôt, j'arrête pas de dire, nos laptops, là, c'est un terminal, hein. Vraiment, tout ce qui se passe, là, ça se passe dans le cloud, dans Azure, dans AWS, dans d'autres, OK? Les runtimes sont tous roulés là. Là, on est en train de parler d'environnement de développement à distance, donc dans le cloud aussi. Donc là, as-tu besoin d'une grosse machine avec bien du CPU sur ton poste? Probablement pas. Est-ce que... Puis tu vas demander à n'importe quel développeur, est-ce qu'il préférait avoir un beefed up laptop ou bien un terminal Chrome OS? Il va te dire qu'il va aimer mieux avoir un gros laptop pour compiler localement. Sauf qu'on s'entend que rouler un CodeSpace avec 32 CPU puis que ton build, il prenne 1 seconde et demie, puis que sur ton poste, ça prend 5 minutes parce que c'est sur ton poste puis tu n'arraches. Clairement, il y a un avantage à rouler ça dans le cloud, là, tu sais, je veux dire. Moi, perso, donne-moi une machine moins performante, mais ramasse mon build d'Internet à tous les mois, donc, tu sais, ça va te coûter quoi? 1000 pièces de moins, une machine moins performante, mais ramasse le build de 1000 pièces par mois, puis mon Internet, c'est mon employeur qui me le paye, tu sais.
C'est ça. Puis on est rendu c'est intéressant le pivot où est-ce qu'on est parce que tu sais est-ce que on est rendu là où est-ce que c'est plus intéressant d'avoir une machine qui est vraiment juste un petit terminal à 500 pièces que t'as à peine puis que là tu pars parce que là on n'a pas parlé des alternatives là, mais il y a Windows 365 qui est une VM dans le cloud. Donc la même affaire, tu pars un remote desktop, t'as une machine là-bas avec 32 CPU, puis let's go. Puis toi, t'as pas besoin de ça sur ton poste. T'as besoin d'une machine tout à fait niaiseuse avec Remote Desktop, là, OK? Fait qu'on est rendu à des terminals verts en couleur, OK? Parce que c'est pas mal ça, là. OK? On revient au mainframe d'antan. Tu sais, le plus ça va, plus que la vie, c'est pareil, hein? Ça retourne aux mêmes affaires, là. On est rendu que nos affaires sont hostées dans le cloud, avec tout ce que ça donne comme avantage. Puis, dans le fond, nous autres, on a besoin d'un terminal vert, là. Puis le terminal vert, ben, tu sais, Chrome OS, là, tu parlais tantôt, là, ça coûte 200$ une machine avec Chrome OS. Tu branches ça avec des bons gros moniteurs 27 pouces, puis tu fais un remote desktop dans ta VM, puis t'es mort de rire, là. OK? Fait que, oui. Puis d'ailleurs, pour revenir à ton histoire de sécurité, Mario, tantôt, ça aussi, c'est encore bien mieux. Parce que moi, si j'arrive en tant que consultant, au lieu qu'il m'envoie un laptop chez nous, ben, ils me disent, prends ton laptop, là, mais tu as besoin de te connecter via VPN sur notre patente. Là, tu dis, OK, je me plug là. Puis après ça, tu pars une VM à distance. Puis c'est eux autres qui managent tout. Ils managent qu'est-ce qu'il y a dedans, ils managent comment l'installer, les mises à jour, tout. Puis pour être sûr que c'est vraiment toi, il dit, ben, regarde, là, tu vas utiliser ton téléphone avec l'application Microsoft Authenticator. J'ai comme une preuve physique que c'est bien toi. Exactement. Du deux facteurs. C'est ça. Fait que, tu sais, ça s'en va vers ça, là. Fait que là, tu sais, si on finit un petit peu parler de mettons, des features qui sont disponibles dans CodeSpace, ben là, un des affaires que vous avez pas demandé, c'est, ben là, c'est bien beau de développer à distance, là, mais si je roule mon site web, là, je veux débugger mon site web, il va rouler où, là? Il va rouler là-bas, sur le container? Évidemment, c'est pas très, très efficace. Donc, il y a une fonctionnalité dans VS Code que tu peux rediriger des ports du container lui-même, mais vers l'Internet. Donc, c'est tout ça, encore une fois, on peut tout faire ça nous-mêmes. OK? Toutes ces choses-là, je suis sûr que Guy en parle dans ses cours, là, mais on peut tout faire ça nous-mêmes. Sauf que les autres le font tout pour toi. Tu fais right-click, le port 30 000, expose-les sur l'Internet. Puis that's it. Après ça, toi, tu vas sur codespace.patente, 2.30 000, puis ton site web il apparaît, il est disponible sur l'Internet. Donc là, tu peux cliquer les boutons, puis comme tu es là-dedans, puis tu es en mode debug sur le container, ben le container, il va arrêter à des breakpoints, comme quand tu cliques partout quand tu fais ton propre développement. Donc, il expose ton site, tes affaires que tu es en train de développer, mais sur l'Internet, mais en fait, tu es dans un container qui est dans le cloud quelque part, puis même que quand tu es dans VS Code local, ben il fait tes breakpoints locales dans le code que toi tu as local, mais qui pointe sur la VM, pas la VM, mais le CodeSpace qui est dans le cloud. Donc, tu sais, tout ça, là, c'est tout intégré, magique, là. C'est de la magie, j'allais dire le mot magie. C'est toute de la magie, puis c'est ça que, les développeurs y aiment. Hey, j'ai rien à faire, là. Right-click, expose, puis ça marche tout seul. Puis, c'est d'un point de vue sécurité, c'est sûr que faut que tu saches, faut que tu fasses attention qu'est-ce que tu exposes, puis les données, puis bon, toutes ces affaires-là, là. Mais ça reste que tu peux même reforwarder, mais sur un browser, sur ton poste. Donc, si tu es en train de développer dans VS Code, puis tu fais execute, ben là, tu lui dis, OK, renvoie-moi le port 30 000, mais sur mon poste à moi, sur mon IP à moi, puis moi, je peux partir de mon browser, faire localhost 30 000, puis boum, il va ouvrir le poste, le site, mais c'est le site qui est en train de rouler, mais sur le container à l'autre bout, OK? Fait que c'est quand même super intéressant, OK? Fait que là, on a du port forwarding qui nous permet de faire ça. On a parlé de l'intégration avec VS Code, donc tout ça, c'est tout intégré. Mais VS Code, là, si j'utilise autre chose que VS Code, soit Visual Studio, Rider, ou si je suis sur Java, puis j'utilise un autre IDE, par exemple. Eclipse. Ouais. OK. Donc, ça fonctionne pas, à ce que je sache, avec Visual Studio. J'ai demandé à l'équipe produit aujourd'hui, puis ils m'ont semi-confirmé que c'était pas disponible. Ensuite, Rider, j'ai aucune idée si on intégré un bouton Open in VS Code, CodeSpace. J'ai jamais utilisé Rider, on m'a dit franchement.
Puis, fait que moi, j'utilise Code puis VS. Ça, c'est mes deux outils vraiment que j'utilise. Donc, je peux te dire que Code, c'est totalement intégré. Il y a un plugin, tout, ça marche tout seul. Dans VS, ce que tu peux faire, c'est tu peux travailler localement sur ton projet GitHub, évidemment que tu as local. Là. Tu peux faire un git clone puis travailler avec. Par contre, t'auras pas le runtime, il va être sur ton poste à toi. Puis là, tu vas dire ouais, mais là, ça serait cool, par exemple, que je puisse rouler ça dans du Linux parce que c'est ça que j'ai. Fait que là, comment on ferait ça? Ben, on installerait WSL, puis on pourrait rouler donc toutes les mêmes affaires, se connecter à distance sur WSL via Visual Studio et ou VS Code, puis rouler dans Linux, mais sur un poste Windows, par exemple. Donc ça serait une option là, qu'on pourrait faire. Ou ça peut être l'élément déclencheur pour dire, bon, là, on met vraiment toutes nos dernières petites dépendances pour plus en avoir, puis que ça aille vraiment dans VS Code, puis oublier Visual Studio. Par contre, je vais te dire, franchement, je parlais avec Dylan tantôt, Mario, puis il dit, moi, mon développement C#, en général, je prends toujours Visual Studio. Fait qu'il dit, j'aimerais ça que Visual Studio s'intègre avec CodeSpace parce que le développement riche, C#, tu peux le faire dans VS Code, sauf que c'est OmniSharp. Tu sais, c'est pas Visual Studio avec tout ce que ça apporte, là. D'accord avec toi. Donc là, il dit, tu sais, faire des sites web, là, des affaires comme tu fais avec ta compagnie, là, puis faire des affaires en Vue. Faire du JavaScript, tout ça. Exactement. Le monde open source, VS Code, c'est le produit. Là. Tout à fait. Donc, ce monde-là, ils sont tous dans Code anyway ou dans des équivalents comme Rider ou autre. Là. Donc là, c'est sûr. Puis Guy, je vais m'avouer, là, Rider, je le sais pas. Ils ont peut-être un bouton qui fait Open in CodeSpace. Ça me surprendrait c'est une question comme ça, là. C'est pas grave. Ça me surprendrait pas qu'il y en avait un parce qu'ils sont quand même, ils veulent se dire compétiteurs de VS Code. Donc, clairement, ils doivent avoir quelque chose qui doit, il y a peut-être un plugin que tu peux installer pour avoir ça aussi, là. Mais c'est sûr que on s'entend, là, c'est une feature que VS Code a, que Dylan me disait, qui est, Remote SSH Development. OK? Donc, VS Code supporte du Remote SSH Development. Si Rider a le même genre de feature, probablement que ça peut communiquer en dessous de la couverte SSH, se plugger sur le CodeSpace pour te donner les mêmes avantages, là, si tu veux. Okay? Mais c'est tout built-in, là, si tu veux, dans VS Code. Fait que c'est vraiment le fun pour ça, là. Donc, juste donner peut-être le contexte à nos auditeurs, le Dylan en question que tu parles. Oui. C'est Dylan Spit qui travaille pour GitHub, qui est un ex-MVP, un ex-employé de Imaginet avec qui je travaillais. Et puis, c'était un MVP DevOps à l'époque aussi, là. Donc, il travaille maintenant chez GitHub. Puis, donc, j'ai des conversations avec lui en direct là, pour voir là, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a disponible. C'est ça qui est pas si pire. Quand ça fait comme... moi aussi, j'ai été renouvelé, là, tu sais, les MVP, on se connaît tous, en tout cas ceux qui sont là depuis quelques années, là, c'est sûr. Ah ouais. Et puis dans là de ce temps-ci, il y en a beaucoup qui sautent la clôture, qui s'en vont travailler chez GitHub, par exemple. Donc là, absolument. Donc on peut, on peut directement là, parler à ces gens-là pour dire, ben là, on voudrait savoir vraiment qu'est-ce qui s'en vient avec. Oui, parce qu'on les connaît très bien. On était avec eux. Hey, pour revenir tantôt avec Visual Studio. Le Visual Studio, là, c'est peut-être pas le bon. Si vous êtes là-dessus, puis vous avez vraiment des dépendances sur Windows, sur de l'infrastructure, c'est peut-être GitHub CodeSpace, c'est peut-être pas le bon. Tout à fait, parce que ça se peut que vous ayez des dépendances qui sont trop, que vous serez pas capable d'amener dans un conteneur, là. Absolument. Ça, c'est bien de le dire, Guy. Mais si c'est le cas, peut-être que ça va vous donner le business case pour être capable de dire, bon, là, on réécrit ou on mixe cette application-là, mais on sait, il y a quand même du code qui vont vivre pendant 20, 25, 30 ans. Il y a encore du bon vieux code. Il y a du code DOS dans Windows, hein. Fait que... Tout à fait. Guy. Oui, vas-y. Ben, je m'allais te poser la question reliée au fait qu'on parle de GitHub, mais en entreprise, GitHub, c'est pas ça qui est le plus hot, là. Souvent, c'est plus, les gens sont sur... Tu voles mon Thunder, Guy, Mario, là. Ah, ben, vas-y, si on est sur Azure DevOps, là, ça veut-tu dire que c'est pas pour nous, ça?
Ben, ça veut pas dire ça. OK? Donc, Azure DevOps, il n'y a pas, malheureusement, une intégration out of the box, là, clique le Python, puis ça part dans CodeSpace. Par contre, dans notre fichier devcontainer.json qu'on parlait tout à l'heure, on peut partir une commande. Il y a une commande que ça dit c'est où notre remote. Puis on peut lui dire mon remote, c'est Azure DevOps. Et puis, il va partir le container, comme le CodeSpace comme normal, sauf qu'au lieu de faire un pull ou un clone de GitHub, il va faire un clone de notre folder Git qu'on a dans Azure DevOps à la place. Puis là, on peut être dans VS Code, puis travailler dans VS Code pareil, puis se connecter, sauf que notre code sera pas dans GitHub. Donc, quand on va faire des push, ben là, on peut se servir de l'infrastructure de pull request de Azure DevOps. On peut partir nos builds, nos pipelines, tout ça, Azure DevOps. Donc, toute notre infrastructure Azure DevOps, elle marche encore. C'est juste qu'au lieu de avoir fait un clone local sur mon poste, par exemple sur mon laptop, puis partir Studio, puis m'en servir sur mon poste, partir VS Code, là, peu importe, sur mon poste, ben dans le fond, ça roule dans le CodeSpace. OK? Donc, mais il n'y a pas une intégration, il n'y a pas un petit Python comme dans GitHub, le Python vert qui dit open the CodeSpace on this particular repo, là, puis que ça part tout seul. OK? Mais j'ai vu dans tes notes de préparation, parce que même si c'est une conversation qu'on a, il y a des gens un peu plus professionnels, comme notre ami Étienne, qui nous envoient des notes en disant hey, voici ce que je vais vous parler, puis là, tu nous as même trouvé un beau URL où est-ce que il y a quelqu'un qui a tout expliqué comment faire rouler dans Zdo son GitHub CodeSpace. Exact. Fait que tu pourrais le mettre dans les notes du podcast si tu veux. Là. Tout à fait. Pour que le monde clique dessus. Là. Fait que oui, c'est ça. Fait que c'est ça. Il y a quelqu'un qui a déjà tout fait ça, puis que c'est vraiment simple. Là, il dit put your URL here. Là. C'est à peu près ça. Là, puis ça va tout marcher pour toi. Fait que là, je pense qu'on a fait pas mal le tour de c'est quoi les CodeSpace. Fait que là, mettons, moi, je dirais qu'on pourrait faire un pivot sur les alternatives qu'on a, puis parler un peu là, des pour et des contre là, qu'on a par rapport à ces alternatives-là. Donc, Microsoft vient là, comme le mois passé. En fait, ils en ont parlé à... C'est encore chaud. Ils en ont parlé à Build. Build, c'était au mois de mai, Guy? Ouais. Je pense que c'était au mois de mai. Ils en ont parlé à Build, mais c'était ça s'en vient. Puis là, le mois passé, c'est-à-dire, ce mois ici, ça fait une couple de semaines, je pense. Début août. Ouais, c'est ça. Là, ils ont sorti le produit qui s'appelle Visual Studio DevBox, qui est, dans le fond, je l'ai essayé, là, cette affaire-là. En fait, ça fait un hub dans le portail de Azure. Donc, on va sur le portail de Azure, on dit « Je veux avoir un Azure DevBox ». Ça crée c'est comme si on faisait quasiment un resource group dans lequel on peut mettre des affaires, mais ça te donne une interface, une belle interface là, qui dit clique ici pour partir tes VM, clique ici pour créer des images, tout ça. Puis dans le fond, les DevBox spécifiquement, Microsoft met des images qui sont des images qu'il y a déjà VS d'installer, potentiellement SQL d'installer, tous les outils de développement dans le fond. Mais non, attends, Étienne, si je t'entends bien, on parle de GitHub CodeSpace qui est annoncé à la conférence Build au mois de mai, mais en même temps... Mario, je te corrige. CodeSpace, ça fait plus longtemps que ça. Oui, qui existe. T'as raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. Mais que là, mettons qu'aujourd'hui, il est officiellement disponible, on peut payer et l'acheter. Il est General Availability qui dit. Mais à peu près à cette même époque-là où ils annoncent un produit en disant là, il est GA, tu peux l'acheter, l'équipe Azure, eux autres, ils annoncent un produit compétiteur, Azure DevBox, parce que ça me semble être comme un compétiteur qui est plus basé sur de la technologie de machines virtuelles. Absolument. Mais ça vise la même clientèle. Comment ça, Microsoft, ils se compétitionnent entre eux autres? Suis-je surpris? C'est quoi cette affaire-là? Es-tu surpris? Non, t'es pas surpris. puis je vais te dire, le DevBox, c'est un autre use case, OK? Tantôt, on parlait d'un use case, ça part un container dans lequel on peut rouler notre code, on peut partir nos dépendances, s'assurer que tout est beau, tout ça. On peut pas rouler... on roule pas d'outils de développement dans le container. On a peut-être les compilateurs ou ces choses-là qui sont déjà préinstallés là, parce que si tu installes .NET sur le container, il va avoir déjà le CSC d'installer tout ça là, qui va pouvoir rouler. Mais là, on parle vraiment là, de l'outil IDE là, pour vraiment travailler. À la limite, VS Code, le vrai. Visual Studio, le vrai. SQL Management Studio, le vrai. Donc oui, ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que ton DevBox, c'est une VM Windows 2011
avait, pas 2011, Windows 11, pardon, dans lequel tu as des outils de développement, les vrais outils de développement, sauf que eux autres managent tout. Eux autres vont manager la mise à jour de Visual Studio. Tu le sais, il y en a une par mois à peu près. Ils vont mettre les mises à jour de OS, ils vont mettre les mises à jour de .NET Core, etc. Évidemment, potentiellement dans ton dos. On parlait de ça tantôt, là. Mais ils vont mettre ça à jour pour ta machine si tu les mets en mode automatique, probablement, là. Puis, tu peux aussi faire des images préfaites avec l'outillage que tu as besoin. Mettons que tu voulais avoir pas Git, mais Docker for Windows ou des cossins WSL préinstallés déjà dedans. Ben, tu pourrais tout faire ça. Puis après ça, quand tu fais un nouveau DevBox, ben, tu lui dis, prends cette image-là, puis pars-la. Là, ça prend 10 minutes. L'image est, la VM est faite, tu te logs dedans. Puis là, tu peux contrôler, encore une fois, la grosseur, le nombre de CPU, le nombre de mémoire vive, etc., comme tu ferais dans n'importe quelle plateforme pour ça. Puis évidemment... Mais là, ça répond au use case du gros Visual Studio, là. Ça. Absolument. OK, donc c'est deux produits qui sont similaires, mais qui répondent à deux use cases qui sont différents. En fait, le DevBox, ben, je me log dedans via Remote Desktop. Ouais. Donc, c'est comme si j'étais Remote Desktop dans un poste, mais le poste... Mais j'ai mon full Visual Studio. Ben, j'ai un full Windows. OK, donc, je suis comme dedans, puis j'ai toutes les mêmes, j'ai les mêmes affaires que si j'avais sur mon poste, sauf que je suis logué dedans dans le cloud à la place. Sauf que, évidemment, là, comme c'est le full Visual Studio, il faut que je fasse un clone, je l'amène dans ma VM, je travaille avec mon code. Évidemment, si la VM a meurt, ben mon code disparaît, puis bon, toutes ces choses-là. Au même titre que, tu sais, si je fais pas de sauvegarde ou tout ça, ben là, je vais avoir des problèmes dans ma VM via versus avoir des problèmes, par exemple, dans Code, ou est-ce que comme dans CodeSpace, tantôt, je vous disais que à chaque fois que tu tapes un caractère, il fait une sauvegarde automatique. Donc, tu sais, c'est un petit peu plus... Il y a un peu, tu sais, t'es vraiment dans DevBox, t'es vraiment dans une machine, une VM à distance, mais la différence entre DevBox puis par exemple Windows 365, qui, la même affaire, Windows 365, c'est une VM qui vit dans une plateforme, un service Windows 365, dans lequel c'est contrôlé par ta compagnie, tu peux installer et ou ajouter les logiciels que tu veux. Donc, pourrais-tu installer Visual Studio? Absolument. Tu pourrais faire des images avec déjà préinstallé des VM de développeurs, mais qui rouleraient dans Windows 365. Donc oui, même affaire. Mario, tu disais, ils se compétitionnent entre eux autres? Ben absolument. Fait que tu sais, à un moment donné, il va bien y en avoir un qui va ressortir comme étant la plateforme Windows à distance versus développement container à distance, là. Mais ça se ressemble étrangement. Puis à la limite, entre moi puis vous, tu peux aller dans Azure puis dire New VM, choisir Windows 11 avec Visual Studio d'installer dessus, puis la créer, puis t'es en business comme VS Code, là, comme DevBox, là, OK? Donc, tu peux-tu faire ta propre machine? Absolument. Donc là, l'avantage d'aller avec DevBox, c'est que c'est contrôlé par ta compagnie. Donc là, ils peuvent contrôler le début, la fin de la VM, que tu peux faire toi-même, évidemment, avec des hooks, là. Mais eux autres, c'est déjà toute l'interface de ils peuvent gérer c'est quoi les logiciels qui sont installés dedans, les mises à jour sont-tu faites, tout ça. Ce qui est un petit peu plus difficile quand tu fais juste des VM pures là, dans Azure, là, à moins que tu les connectes à leur service là, de mise à jour, tout ça. Là. Mais ça reste quand même que est-ce que tu peux tout te faire ça toi-même? Absolument. Puis, à la limite, tu installer Docker for Windows sur ton laptop, puis te faire un container qui y aurait dedans la même affaire, ton Docker build, qui aurait les affaires que tu as dans le CodeSpace, puis rouler ça local dans un container, puis plugger à distance via VS Code dans ce container-là, absolument que tu peux aussi. Donc, c'est toutes des options qui sont toutes potentiellement pareilles, mais les avantages puis les désavantages, si on va vraiment là au cœur de la patente, ben c'est les coûts puis c'est la gestion du asset. Ok, fait que si c'est des VM dans le cloud, ben c'est pas moi qui a besoin de gérer ça, c'est l'infrastructure, c'est ma gang d'infrastructure qui vont s'en occuper. Ça répond aux besoins de la grande entreprise. Exactement, c'est en plein ça. Ce que je trouve intéressant aussi, Étienne, c'est que
selon parce que là, quelque part, selon le modèle, m'a dire ça comme ça, peut-être que je me trompe, mais selon le modèle culturel sur lequel tu arrives. Mettons, si c'est un modèle culturel très GitHub, CodeSpace va te plaire. Mais Absolument. moi, DevBox, même si je vois le mot dev en avant, mon premier réflexe, je dis, nos gars qui font du infrastructure as code, ça, ils vont aimer ça parce que les autres, ils aiment ça avoir une boîte. Ils sont habitués de travailler dans Azure, ils sont habitués d'avoir des VM. Donc, ceux qui font plus du infra as code, donc qui aujourd'hui sont devenus des développeurs, mais qu'à l'époque, c'était, tu sais, eux, une DevBox, ça va peut-être plus leur plaire. Puis, absolument. Puis, moi, je te dirais plus, ça va plus plaire à l'équipe de sécurité, la gestion du patrimoine, parce que, écoute, ils peuvent vraiment contrôler ce qui est installé, les accès, tout ça. Ils peuvent vraiment sécuriser ça au niveau d'entreprise. Comme par exemple pour une banque là qui, je donnais un scénario, Étienne, tu pourrais dire si je me trompe, mais je suis un travailleur autonome, je suis engagé pour un mandat pour travailler pour une banque. Ben au lieu qu'il me donne un laptop, il pourrait me créer un DevBox, et puis ensuite sécuriser l'accès là, soit par VPN ou autre là. Mais c'est qu'ils peuvent tout sécuriser ça, tout contrôler, comme si ça serait une machine physique. Puis c'est à la limite, c'est bring your own device, comme on dit, OK? Ouais. Fait que là, toi, t'amènes un iPad, t'amènes un laptop que t'as à toi. Comme tu dis, t'as l'aspect sécurité pour te loguer dedans. Il te donne un MFA, tu te logues multifacteur avec ton code, tout ça. T'embarques dans ces machines-là. Mais là, eux autres, ils n'ont pas besoin de gérer une parce que tu sais comme moi, une machine physique. Tu sais comme moi, les banques, ils ont beaucoup de consultants. Alors, on parle de Montréal, on est à Montréal, là, juste pour que les auditeurs sachent où est-ce qu'on est, là. Mais il y a beaucoup de banques, puis il y en a partout dans le monde, des banques. Puis il y a beaucoup, en tout cas à Montréal, il y a beaucoup de consultants dans les banques. Fait que là, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des laptops pour ce monde-là, là. Puis il faut qu'il envoie ce laptop-là à la personne. Là, on sait qu'on vit post-pandémie, où est-ce que le monde travaille de la maison. Fait que là, il faut que tu envoies ça à l'employé potentiel, au consultant potentiel chez lui. Après ça, il faut qu'il set up cette affaire-là. Là, il appelle la chose parce que son mot de passe marche pas, peu importe, whatever. Puis là, finalement, il réussit à embarquer sur le laptop qui lui permet après... Puis ça arrive partout là, de faire des remote desktop dans d'autres VM internes pour pouvoir aller travailler, parce qu'ils font des DevBox, ces compagnies-là, mais ils les font à l'interne eux-mêmes. Puis il faut qu'ils les gèrent, ces affaires-là. Fait que là, ben ces plateformes-là, comme Windows 365 puis DevBox, c'est géré par la plateforme Azure avec un beau dashboard qui dit combien que ça coûte, combien de machines qui sont ouvertes, combien que t'en as qui sont disponibles, combien de CPU puis de machins que t'as dans ta banque que t'as acheté avec Azure, par exemple. T'es capable de tout manager ça, puis t'as pas besoin là, d'essayer de figurer combien de machines que t'as. Les machines que la personne est partie, tu l'oublies. Ça va tout gérer ça pour toi. La personne se délogue, tu dis cet employé est parti, la VM disparaît. C'est tout. Il y a un aspect gestion d'entreprise qui est très, très, très attrayant pour les grosses entreprises, absolument, avec ces produits-là. Ça, c'est ça. Je t'écoute, Étienne. Donc, on voit qu'il y a des alternatives. Tiens, on veut parler aujourd'hui de GitHub CodeSpace, il y a DevBox, il y a Windows 365. Est-ce qu'il y a une de ces alternatives qui est vraiment beaucoup moins chère qu'on se dit hey, c'est celle-là que vous devriez prendre, ou au final, ça coûte tout à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il va falloir... tu sais que ça va être abordable pour les compagnies, mais pour un particulier, probablement qu'il va décider de continuer à utiliser juste son poste à lui parce que il n'aura pas les moyens de se payer ça, là. C'est ça. Puis encore, tu sais, on parlait il veut utiliser son poste à lui. Des fois, il voudrait bien. J'aimerais bien ça utiliser mon laptop. J'ai 64 GB de mémoire dans mon laptop. Mais je peux pas m'en servir parce que le client avec qui je travaille, ben, il m'envoie un laptop. Il dit, c'est ça, faut que tu prennes. Fait que là, ben, moi, j'ai mon beau laptop sur mon bureau, là, que je regarde, puis il est vraiment joli, puis il y a beaucoup de mémoire, puis tout, mais malheureusement, il faut que je prenne un laptop qui a moins de power, mettons, que le mien. Donc là, ça reste que, d'un point de vue de nos alternatives, il y a les alternatives qu'on parle depuis tantôt. Mettons que je vais les nommer entreprises, donc CodeSpace qu'on parle depuis le début, DevBox, Office 365, pas Office mais Windows 365. Puis après ça, il y a évidemment l'aspect local, c'est-à-dire build your own stuff,
que tu as localement. Donc, moi, j'ai un laptop avec 64 GB de mémoire. Ben là, hey, je peux partir des VM sur mon poste, je peux installer Docker for Windows, je peux installer des containers Docker, je peux tout faire ça localement. Qu'est-ce que ça me coûte d'un point de vue entreprise versus local? Ben là, si on parle, mettons, des coûts qu'on a parlé un peu tout à l'heure de CodeSpace, ça peut aller de 20 sous de l'heure, donc 1 pièce par jour, à 3 pièces de l'heure, donc, je sais pas moi, 25 pièces par jour. Donc, on a un range, dépendamment du nombre de CPU qu'on a besoin. Les DevBox sont gratuits pour l'instant, donc ils sont en preview, là, donc ils n'ont pas parlé de prix encore, là, mais on peut s'imaginer que ça va être très similaire à Windows 365 qui, lui, est GA. Puis lui, on parle de coûts entre, mettons, une machine qui a 2 CPU, 4 GB de mémoire, 128 GB de disque, qui est vraiment une petite machine, on s'entend, là. Il y a pas beaucoup de Ah, il y a du pricing maintenant sur la page de DevBox. Ah, OK. Bon, tu me le diras après. Mais Windows 365, tu sais, ça part à 45 $ pour 2 CPU, 4 GB, 128 GB de mémoire, à 228 $ par mois. OK, parce que là, 44 pièces, c'est 44 pièces par mois, là. Et l'autre, c'est 228 par mois pour un 8 CPU, 32 GB, 500 $5 000 canadiens par année, là. Ouais, OK. Mais là, si on va revenir au coût de DevBox dans une seconde, Guy, là. Mais tu sais, si on compare ça à, moi, il faut que je m'achète un laptop aux 3 ans. Mettons que je suis un consultant, je me dis, on va m'acheter un laptop, puis 3 ans plus tard, on va m'en acheter un autre, comme on ferait la dépréciation là, dans les entreprises puis tout ça, là. Mais tu sais, un bon laptop avec 64 GB de mémoire, tout ça, ça te coûte autour de 2 à 3 000 $, mettons. C'est une machine qui va être raisonnable, là. Fait que là, on parle de 2-3 000 $ sur 3 ans, donc mettons 1 000 pièces par année. OK? Si on dit que c'est 3 000 AM. Fait que c'est 1 000 pièces par année. Donc, est-ce qu'on peut s'en tirer avec ces affaires-là, en tant qu'individu, je parle, là, à 1 000 $ par année? CodeSpace, certainement. Une petite DevBox, potentiellement. Mais tant qu'à avoir une petite DevBox, j'aime aussi pas avoir un laptop avec 64 GB de mémoire, puis 8 CPU, puis go for it, là, t'sais. Fait que là, il y a cet aspect-là. Fait que là, si on compare juste pour un individu qui tu sais, mettons un consultant, là, qui voudrait, là, moi, ça me tente pas d'avoir un laptop, je vais m'acheter un petit laptop cheap, puis je vais me connecter à ces services-là, ça va y revenir cher, potentiellement, OK? Versus d'acheter son propre laptop. Par contre, comme on discutait juste avant qu'on parle de prix, pour les entreprises, c'est super bénéfique parce que les autres, ils ont tout le dashboard de qu'est-ce qui se passe en arrière, les coûts, combien de machines qu'ils ont, combien de CPU qui sont allumés, qu'est-ce qui est installé, les mises à jour qu'ils veulent mettre, tout est géré comme une vraie entreprise, mais c'est géré dans le cloud. Puis, ils n'ont pas besoin de gérer des machines, envoyer des machines à du monde. C'est tout avec clic, des petites interfaces. Et la sécurité. Exact. Ça veut dire que, tu sais, aujourd'hui, là, si tu as une brèche de sécurité, les coûts deviennent astronomiques rapidement, là. Oui, les gens, on le voit dans les médias, là, un parti qui prend possession de ton infrastructure puis commence à vendre tes données, Absolument. C'est un cauchemar. Ça coûte beaucoup plus cher que ton 50 $ ou 200 $ par mois. Rapidement, tu rentres dans ton argent quand tu le vois comme ça, mais il faut tester ce besoin de sécurité-là. Ce qui est pas le cas de nous personnellement chez nous. En tout cas, on a moins... peut-être que dans le futur, ça va devenir aussi important. Peut-être un jour, il va falloir vraiment tout le temps se protéger parce que le vol d'identité... c'est peut-être quelque chose qui nous guette, mais pour l'instant, on n'est pas encore rendu là. En tout cas, oui, le vol d'identité existe, mais pas de façon aussi vaste peut-être que ce que vivent les entreprises aujourd'hui, là. Alors, Guy, c'est quoi qu'ils ont annoncé comme prix, par hasard? Tiens, pour un 4 CPU virtuel avec 16 gigas de mémoire, c'est 1,45 canadiens de l'heure. OK, donc il tombe un peu plus dans les coûts de CodeSpace alors. Mm-hmm. Puis un 8 CPU, 32 gigas, c'est 2,89 le même prix de l'heure. Ouais, c'est le même prix. Donc, c'est pas pire, ça. Ça, c'est beaucoup moins cher que Windows 365 alors. C'est vraiment, puis c'est vraiment plus je pense qu'il couvre le même use case. Tu sais, il y a du monde qui veulent avoir un vrai Visual Studio
avec tout le full Windows en arrière versus du monde qui veulent, ils sont bien contents, eux autres, un petit container petit à 4 CPU ou très gros à 32 CPU, mais qui va rouler toutes mes affaires, mais à distance dans un petit container, ça fait leur affaire aussi. Donc, c'est intéressant qu'ils veulent mettre ça dans les sais-tu quoi? Je viens de penser à quelque chose. Souvenez-vous, là, il y a plusieurs années, là, quand Office 365 a été lancé, à cette époque-là, tout le monde avait leur serveur Exchange sur le site, hein. Puis là, tu avais plusieurs entreprises qui diraient jamais je mettrais mon courriel, mon serveur, jamais je me débarrasserai de mon serveur Exchange. Oh mon Dieu, dans le cloud, les courriels, mon Dieu. Tout le monde va pouvoir là, je pense. Ouais, puis je pense que on est à l'aube d'une autre révolution. Absolument. Non, t'as pas tort. C'est sûr qu'il y a un très grand avantage d'un point de vue entreprise à voir nos laptops comme des terminals verts, puis que eux autres managent tout en arrière. Il y a un très, très gros avantage à ça. Puis c'est ça, dans le fond, qu'il faut que Microsoft ou les autres, là. AWS a sûrement des affaires similaires aussi qu'ils vont offrir éventuellement, les compétiteurs. C'est d'offrir ces genres de services-là où est-ce que les entreprises sont super contents parce que ils peuvent gérer toute leur infrastructure, mais pas l'avoir dans leur cours à, tu sais, c'est au bout d'un fil. T'as un fil qui s'en va dans le cloud, puis voilà, toute mon infrastructure est là-bas. Puis j'ai juste besoin de gérer une grosse facture à la fin du mois, puis c'est terminé. T'sais. C'est encore quelques minutes, Étienne. Là, je vais aborder quelque chose avec toi. Avant qu'on fasse ce podcast, je te demandais comment ça allait ton expérience d'utilisateur de produits Apple. Parce que t'as fait le saut il y a quoi? 1 an et demi, 2 ans maintenant que t'as décidé que tu t'en allais full Apple. Puis là, tu me disais, écoute, moi, là, j'utilise un iPad Pro, tu sais, c'est une bombe, là, vraiment une super machine, puis on reconnaissait qu'effectivement, Apple, avec les processeurs et tout, toute la série M, il clenche la compétition à ce niveau-là. Mais là, quand nous, on est en train de dire, oui, mais le futur, c'est une machine peut-être pas si performante que ça. Est-ce que ça veut dire que le futur des fabricants comme Apple, tout ça, il est peut-être aussi en danger d'ici quelques années? Parce que les gens vont-tu dire, je chip encore 3-4 000 $ pour m'acheter une super machine Apple, quand finalement, non, j'achète quelque chose parce que on s'entend que c'est pas trop le modèle d'affaires d'Apple de dire je vais t'offrir des machines virtuelles ou des conteneurs sur le cloud. On s'entend que c'est pas du tout leur modèle d'affaires. Hein. Mais je vais dire si on parle de Apple spécifiquement, là, tu sais, leur modèle d'affaires, eux autres, c'est de delighter tout le monde. Okay? Ouais, c'est ça leur c'est le design faut que leurs affaires soient delightful, ok. Fait que là, c'est sûr que quand tu prends un produit Apple puis tu le compares à un compétiteur, mettons que, tu sais, puis ça c'est tout à fait personnel, tu sais, mais tu sais, moi je regarde un iPhone, l'esthétique du iPhone, tout ça, puis je compare ça avec un produit comme mettons Android, leur flagship, là, le Google Pixel 6, mettons. Le Pixel, tu sais, mettons, tu regardes le Pixel puis t'es comme, ouais, ok, c'est correct, là, mais tu sais, l'iPhone, ça reste que c'est un peu iconique, là, comme design puis tout, ok? Puis tu regardes d'un point de vue tablette, il y a pas de compétiteurs au iPad. Il y en a juste pas. Ok? Tu regardes tous les autres compétiteurs, toutes les tablettes Android, il y en a pas un qui est même proche de qu'est-ce que l'iPad fait. Fait que là, c'est sûr et certain que ils sont un peu skewés, là, tu sais. Ils sont capables de charger des prix de fou parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas de compétiteurs, là. Sur les téléphones, c'est un peu différent, tu sais. Si le monde aime ou aime pas, là. Tu me parlais que t'aimais ça, les flip phones, c'est pas tellement un flip. Ouais, moi, j'ai un Surface Duo, là, depuis 2-3 mois. Moi, personnellement, encore, je vois pas l'attrait. Puis si Apple se rentrait dans ce marché-là, je verrais pas l'attrait non plus. C'est pas, tu sais, moi, un téléphone qui se plie en deux, c'est comme, OK, c'est correct. Tu sais, je veux dire, je suis pas... Tu sais, un téléphone qui se plie en deux, t'es presque... Quand tu l'ouvres, c'est presque rendu un iPad mini, mettons. Oui, c'est ça. Fait que là, tu te dis, ben, tant qu'à avoir une petite tablette, je vais payer un petit peu plus, puis avoir une plus grosse tablette, puis je vais avoir mon téléphone
qui va être mon téléphone, tu sais, parce que travailler sur ton téléphone, c'est pas génial. Étienne, Travailler c'est sur une une tablette que je transporte sur moi tout le temps. Tandis qu'un iPad, je transporterai pas tout le temps. J'ouvre mes deux écrans, pouf, j'ai 8 pouces de... En tout cas, c'est un autre débat, Oui. mais... Encore une fois, Ouais, on sort du sujet. Mais tout ça pour dire que ça reste que, tu sais, ce que le produit que, par exemple, ce qu'on a discuté aujourd'hui, qui est de t'offrir des machines sur le cloud, c'est quelque chose c'est un service. Tandis que là, nous, quand on regarde Apple, c'est un produit, puis le produit, lui, il y a toute une notion de design et tout, puis là, on rentre plus dans qu'est-ce que le client valorise. C'est-à-dire que un produit comme Apple va toujours exister dans la mesure où est-ce que, tu sais, des autos de luxe, il y en a, puis il va toujours en avoir, puis ben les produits d'Apple sont des produits de luxe, puis c'est comme puis il existe aussi des produits très abordables, des voitures très pas trop dispendieuses, puis ça ben c'est des produits aussi qui existent du côté de nos petits devices là. Oui, puis je vais te dire, tu sais, on parlait au début, c'est parce que moi je te disais que je travaillerais très bien dans CodeSpace sur l'iPad parce que ça roule dans un browser. Puis quand ça roule dans un browser, moi je m'en fous, le pouvoir ou le power de mon device est pas tout à fait relevant à ce moment-là parce que c'est un terminal vert, comme je disais tantôt. Ok, ça reste que c'est une window dans le service sur lequel je consomme. Au même titre que sur l'iPad, sur les tablettes Android, un peu partout, ils ont Remote Desktop. Puis tu peux faire un Remote Desktop dans une VM, puis tu peux te servir du trackpad du iPad ou du laptop ou peu importe pour travailler dans Windows, mais sur ces produits-là aussi. Donc, tu sais, quelque part, on s'approche. Tu sais, puis oui, c'est sûr que j'ai un iPad Pro full pimpé, toute la patente, mais je pourrais tout aussi bien prendre un iPad Air qui a un USB-C, qui a un M1 dedans, puis qui coûte $600, puis même pas besoin d'avoir plus que 128 GB de mémoire, de disque, parce que j'ai rien local, c'est tout dans le cloud. Puis ça ferait exactement la même affaire, là, OK? C'est juste que moi, j'aime les bells and whistles, j'aime le 120 Hz de refresh, puis tout. Mais, tu sais, si c'est pas important, ça, puis c'est juste, tiens, prends ça, là, puis tu peux travailler de n'importe où, sur la beach dans les Caraïbes, let's go. Ben, tu sais, je vais payer 600$, je vais avoir un iPad Air, puis je vais faire tout mon travail à distance. Ouais, là, tu sais, c'est niaiseux, là. Fait que oui, on s'en va vers un monde de services. Ben, ça fait quand même une transition de 20 ans là qu'on s'en va vers ça. Mais ça reste que de plus en plus, les compagnies, puis tu sais, on fait des farces depuis tantôt là, mais on revient au monde des mainframes. Ok, où est-ce que tous les services roulaient sur le mainframe, puis on consommait via l'écran vert. Fait que là, on a juste des écrans verts en couleur. Ok, et c'est ça qu'on a là. Puis on consomme des services qui sont sur le mainframe, qui sont sur le cloud. Comme quand tu regardes... Et la révolution des processeurs ARM arrive à point. Exact. Parce que ça va nous permettre d'avoir des processeurs qui sont peu gourmands en électricité, qui vont durer super longtemps, puis qui sont capables de faire plein d'affaires, comme te connecter à distance puis faire la job. Parce que tu travailleras pas localement à développer, tu vas partir une VM puis tu vas le faire. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est un peu inévitable que tu sais, le cercle de la vie fait qu'on va revenir vers un monde où est-ce que c'est les mainframes qui contrôlaient le monde. Écoute, tu sais, on fait des farces, là, mais dans les films là, de science-fiction ou d'affaires, tu sais, c'est « Oh, let me hack the mainframe », là, tu sais, parce que c'est drôle, mais en même temps, tu sais, ils parlent encore de mainframe en 2020, puis on sait-tu que les mainframes, ça fait mauditement longtemps que c'est mort, là, OK? Mais on revient à ça, puis bientôt, ça va être « Hey, I'm gonna hack the cloud », parce que c'est là qu'ils vont être nos affaires. Ils vont tout être dans le cloud. Tu sais, fait que ça s'en va vers ça, là, tu sais. Puis juste faire une petite nuance, les mainframes sont pas vraiment morts. Ils existent encore. C'est juste un autre type d'ordinateur. Je suis d'accord avec toi. Sauf que c'est pas aussi prédominant que dans les années 70. Non, c'était juste ça. Tu sais, ta plateforme de développement, c'était un mainframe, tu développais ton travail là-dessus, tout était là-dessus. Après ça, ça s'est décentralisé dans des services Unix. Puis après ça, c'est avec Windows, puis Unix, puis ces choses-là. Puis là,
drôlement, ça se recentralise, mais dans le cloud, au lieu d'être dans la chose qui se recentralisera pas, c'est le futur de l'ordinateur personnel, qui est essentiellement relié beaucoup avec toute la réalité augmentée ou la réalité virtuelle. Puis ça, c'est un autre débat. Écoute, Étienne, je regarde l'heure qui avance, puis je veux pas quand même, nos pauvres auditeurs qui nous écoutent, on dit coudon, ils étaient partis sur une lancée, ces trois-là. Donc. C'est les trois amigos qui parlent. Mais, je pense que ça fait le tour, en tout cas, de ce qu'il fallait dire autour de CodeSpace, puis des alternatives. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas, en tout cas, si on s'intéresse moindrement au développement logiciel, on peut pas ignorer cette autre évolution qui arrive, des révolutions un peu qui arrivent de partout. Puis je pense que ça nous a permis de faire un bon tour de piste de tout ce qui était cette technologie-là. Donc, merci Étienne. Ça me fait bien plaisir. Ouais, merci bien. Et nous, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs parce que on présume que la majorité de nos auditeurs, c'est des programmeurs. Et on vous revoit le mois prochain. À la prochaine. Au revoir. Salut. Visual Studio Talk Show.